Le corps de Léonidas gît déjà parmi les morts lorsque l'ordre final se répand dans les rangs perses. Autour de lui, des centaines d'hommes viennent de tomber, et pourtant, ce ne sont pas les pertes qui frappent l'esprit, mais le calme étrange qui précédait cette fin. Car le roi de Sparte n'a pas été surpris par la mort, il l'avait planifié. Bien avant que la poussière des Thermopyles ne s'élève sous les pas de l'armée de Xerxès, Léonidas avait imposé une condition glaçante aux 300 hommes qui l'accompagneraient. Chacun devait avoir un fils vivant. Ce détail change radicalement la nature du sacrifice. Il signifie que le roi ne cherchait pas une victoire improbable, mais qu'il organisait une disparition maîtrisée. Il s'assurait que chaque lignée survivrait à la bataille, que Sparte ne perdrait ni sa force militaire, ni son équilibre démographique. Les hommes qui partaient n'étaient pas seulement des guerriers d'élite, ils étaient des pères dont la mort avait déjà été intégrée dans l'équation politique de la cité. Le film 300 a immortalisé un héros indomptable défiant un empire. L'histoire, elle, révèle quelque chose de plus troublant. Un souverain formé dès l'enfance à considérer la vie humaine comme un instrument et capable de transformer sa propre mort en arme stratégique. Pour comprendre comment Léonidas a pu incarner cette froideur absolue, il faut quitter le champ de bataille et remonter au cœur de la cité qu'il a façonnée. Sparte n'est pas Athènes. Elle ne repose ni sur le débat public, ni sur la production artistique. Elle repose sur une tension permanente. Au 5e siècle avant notre ère, les véritables citoyens spartiates ne sont qu'une minorité, quelques milliers d'hommes face à une masse d'ilotes, population conquise réduite au servage. Ces ilotes cultivent la terre, nourrissent la cité et constituent une menace démographique constante. La survie de Sparte dépend donc d'un paradoxe. Une élite guerrière numériquement faible doit maintenir sous contrôle une population beaucoup plus nombreuse. Cette situation crée une peur structurelle, une inquiétude permanente qui imprègne chaque décision politique. Chaque année, les magistrats spartiates déclarent symboliquement la guerre aux ilotes, permettant ainsi leur mise à mort sans impiété religieuse. La tradition antique évoque la crypteia, institution redoutée au cours de laquelle de jeunes spartiates sont envoyés de nuit dans les campagnes pour traquer et éliminer les ilotes jugés trop influents ou trop forts. Que tous les détails soient exacts ou amplifiés par les sources importe moins que la logique qu'ils révèlent. La terreur n'est pas un accident du système spartiate, elle en est l'un des piliers. Dans un tel environnement, la compassion devient un risque stratégique. Léonidas naît vers 540 avant notre ère dans la dynastie des Agiades. Il n'est pas destiné au trône, mais cela ne le protège en rien de l'agogé, le système éducatif spartiate qui arrache les enfants à leur famille dès l'âge de 7 ans. Les jeunes garçons vivent en groupe, soumis à une discipline constante. On les habitue à la faim en rationnant volontairement leur nourriture. On les pousse à voler pour survivre, mais on les punit sévèrement s'ils se font prendre, non parce que le vol est immoral, mais parce que l'échec est inacceptable. Ils marchent pieds nus, dorment sur des couches rudimentaires, apprennent à supporter le froid et la douleur sans se plaindre. Plusieurs auteurs antiques, dont Plutarque, racontent que les nouveau-nés étaient présentés à un conseil d'anciens et que les enfants jugés trop faibles ou inaptes au combat pouvaient être abandonnés dans un lieu isolé, laissés à leur sort. Les historiens débattent de l'ampleur réelle de cette pratique, mais son existence dans les sources antiques révèle l'idéal spartiate. La faiblesse n'a pas sa place. L'agogé ne cherche pas à produire des individus brillants. Elle vise à effacer l'individualité au profit du collectif. Dans la phalange, chaque soldat protège son voisin. Si l'un cède, tous tombent. La peur n'est donc pas une faiblesse personnelle, elle est une menace pour la cité. Léonidas grandit dans cet univers où l'humanité doit être disciplinée, contenue, parfois écrasée pour que le groupe survive. Cependant, il n'accède pas au pouvoir par ambition directe. Son demi-frère Cléomène Ier règne avant lui dans un contexte politique instable.
Les sources antiques rapportent que ce dernier meurt en détention dans des circonstances troublantes, officiellement par suicide, bien que les détails exacts demeurent débattus. Lorsque Léonidas monte sur le trône vers 490 avant notre ère, il n'est pas un prince élevé dans le confort, mais un homme façonné par l'austérité spartiate. Son autorité repose moins sur le prestige que sur la cohérence. Il incarne exactement ce que Sparte valorise. Au même moment, à l'est, l'Empire perse se prépare. Xerxès Ier rassemble une armée immense pour envahir la Grèce. Les chiffres antiques annoncent 1 700 000 hommes et sont très certainement exagérés. Mais même les estimations modernes parlent d'une force considérable, autour de 210 000 soldats. Les cités-États grecques sont divisées. Certaines se soumettent, d'autres résistent. Le choix des Thermopyles n'est pas un geste théâtral, mais une décision stratégique. Le passage étroit permet de neutraliser la supériorité numérique perse. Léonidas part avec 300 Spartiates. Mais contrairement à ce que la légende raconte, ils ne sont pas seuls. Ils sont accompagnés de milliers d'alliés grecs. L'image simplifiée des 300 seuls contre le monde appartient davantage au mythe qu'à l'histoire. Pourtant, le détail décisif reste cette condition imposée aux soldats. Seuls les hommes ayant déjà des fils vivants peuvent partir. Ce choix n'est pas anodin. Il révèle que Léonidas anticipe l'issue probable. Il préserve la continuité biologique de la cité et il transforme la mort de ses soldats en variable intégrée, presque administrée. Ce n'est pas un élan de bravoure improvisé, c'est une planification. Pendant 2 jours, la défense grecque tient bon. La phalange spartiate, disciplinée et compacte, résiste aux assauts perses. Mais tout bascule lorsque Éphialtès, un grec de Trachis poussé par l'appât du gain, révèle aux Perses l'existence d'un sentier secret permettant de contourner les défenseurs. Léonidas apprend que l'encerclement est inévitable. Il renvoie la majorité des alliés et demeure avec un noyau réduit comprenant ses 300 Spartiates et les Thespiens qui choisissent de rester jusqu'au bout. La décision est terrible, mais rationnelle. En retardant l'armée perse, il offre du temps aux cités grecques pour organiser leur défense navale. Grâce à cette décision, quelques mois plus tard à Salamine, la flotte grecque infligera une défaite décisive à Xerxès. Mais le prix est connu d'avance. Léonidas ne se laisse pas vaincre par le destin. Il transforme la mort de ses hommes en sacrifice calculé. Dans l'imaginaire populaire contemporain, largement façonné par le film 300, la scène devient une fresque héroïque exaltant la liberté face à la tyrannie. La réalité historique, elle, est plus implacable. Léonidas ne défend pas une démocratie universelle. Il protège Sparte, une cité dont l'équilibre repose sur l'asservissement d'une majorité. Il ne part pas pour la gloire, c'est une décision calculée visant un objectif stratégique et psychologique. Sa mort devient un symbole. Les cités grecques, jusque-là divisées, trouvent dans ce sacrifice un récit fédérateur. L'invasion perse sera finalement stoppée. Léonidas n'était pas un tyran sanguinaire isolé. Il n'était pas non plus un saint. Il était l'aboutissement cohérent d'une société qui considérait la peur comme un ciment politique et la violence comme une pédagogie. Son geste le plus glaçant n'est pas d'avoir combattu jusqu'à la mort, mais d'avoir choisi volontairement des pairs en sachant qu'ils ne reviendraient pas, d'avoir intégré leur disparition dans une stratégie démographique et militaire et d'avoir accepté que leur mort serve de levier pour l'unité grecque. Si l'on parle de monstre, ce n'est pas parce qu'il aurait été animé d'une cruauté spectaculaire, mais parce qu'il incarne la capacité d'un système à produire des hommes capables de sacrifier sans vaciller, d'effacer l'émotion au profit de la survie collective. Le mythe a fait de lui un héros flamboyant. L'histoire révèle un roi plus froid, plus calculateur, peut-être plus efficace que glorieux. Et c'est précisément cette efficacité glaciale qui continue de fasciner, parce qu'elle oblige à poser une question inconfortable. Jusqu'où une société peut-elle aller pour assurer sa survie? Et que devient l'humanité d'un homme lorsqu'elle est entièrement subordonnée à cette nécessité?